Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le Rwanda a besoin des 63 milliards 559 millions de francs rwandais pour mettre en œuvre les stratégies nationales de transformation NCT2 en langue anglaise et en abrégé. Le gouvernement rwandais indique que pour atteindre les objectifs fixés dans ce programme, il est nécessaire d'avoir une collaboration avec les investisseurs, tant locaux qu'étrangers. Les précisions avec Kassim Issouf. L'Agence rwandaise de développement RDB a organisé cette rencontre avec des investisseurs dans le but de comprendre les défis et les problèmes qu'ils rencontrent afin de les aider à renforcer leurs capacités. Le directeur général de l'Agence rwandaise de développement RDB, Francis Gatare, indique que pour que le pays atteigne les objectifs qu'il s'est fixés, il est nécessaire de faire appel au secteur privé qui doit également continuer à étendre ses activités. Fixez-vous comme objectif d'élargir votre entreprise de 20% par an par rapport aux activités existantes. Que pensez-vous que le gouvernement pourrait faire pour vous aider? La présidente de la Fédération rwandaise du secteur privé PSF, Mobiligi Jeanne-Françoise, est convaincue que les problèmes auxquels les investisseurs sont confrontés doivent trouver une solution, notamment en facilitant les services qui leur sont fournis et en réduisant les sanctions. Aujourd'hui, nous avons parlé de différentes solutions, de différentes interventions que le gouvernement pourrait faire en vue de faciliter l'investissement du secteur privé. Nous avons touché sur la facilitation dans les procédures, dans les obtentions des permis et licences, le temps que ça prend, la facilitation dans le processus pour que ça soit beaucoup plus agréable, accessible pour tout le monde. Et nous avons aussi parlé de la collaboration entre les différentes entités concernées. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Prudence Sewahizi, explique que les problèmes et obstacles rencontrés par les acteurs du secteur privé relèvent de la responsabilité du gouvernement qui doit y remédier afin d'éviter toute bavure à l'encontre des acteurs économiques. Les obstacles sont toujours là dans le secteur privé, dans les affaires. Mais ce qui est obstacle aujourd'hui peut trouver une solution. Par exemple, on a mentionné la collaboration des institutions gouvernementales, on a mentionné le temps dont on a besoin pour avoir les certificats différents pour faire des affaires. On a mentionné le coût de production qui est élevé, le coût d'électricité, le coût du capital. Donc tous ces obstacles-là que le secteur privé rencontre vont trouver les solutions dans ce cadre de dialogue que nous avons mis en place entre le gouvernement et le secteur privé. Le gouvernement du Rwanda a besoin de plus de 63 milliards 559 millions de francs rwandais pour financer tous les projets prévus dans le cadre du programme quinquennal NST2 visant à accélérer le développement du pays. Le secteur privé seul doit contribuer à hauteur de plus de 27 milliards 398 millions de francs rwandais, soit 43% du montant total nécessaire pour la mise en œuvre des stratégies nationales de transformation NST2. Et puis les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Rusumo devraient fournir 80 MW d'électricité à répartir entre 3 pays, à savoir le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, sont terminés et l'énergie qu'il doit produire est disponible. Les ministres en charge des infrastructures de 3 pays, qui se partagent donc cette électricité, sont réunis lors de la 16e rencontre pour évaluer l'avancement des travaux de construction du barrage et ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus. Encore une fois, Kassim Issouf.
Les ministres responsables des infrastructures des pays du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie se sont rencontrés lors de la 16e réunion d'une journée à Ngara en Tanzanie pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Rusumo et ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus. L'ingénieur Muhire Jean Bosco, qui travaille au barrage hydroélectrique de Rusumo, explique les travaux accomplis, l'état d'avancement des travaux prévus et le délai restant pour qu'ils arrivent à terme. Les travaux en sont actuellement à 99,9% d'avancement. Toutes les machines sont en fonctionnement. Chaque machine, au nombre de 3, génère 27 MW. Par conséquent, chaque pays va recevoir 27 MW chaque jour grâce à ces 3 machines. La raison pour laquelle je parle de 99,9% d'avancement est qu'il reste encore quelques travaux à terminer, mais ils n'ont pas été parfaitement achevés. Il y a quelques petits détails à suspens que les techniciens sont en train de régler. Ainsi, à la fin de l'année 2024, tous les travaux seront complètement achevés. Le ministre rwandais des infrastructures, Dr Jimmy Gasore, indique que les réalisations que ce projet a accomplies sont satisfaisantes et qu'on envisage ainsi que les chefs d'État pourraient procéder à l'inauguration de ce barrage. Il a par ailleurs évoqué les bénéfices que cette centrale hydroélectrique apportera au Rwanda. Nous sommes heureux de constater que cette centrale fonctionne bien. Toutes les 3 machines sont en marche et nous allons transmettre le message aux dirigeants de nos 3 pays, les invitant à venir inaugurer officiellement cette centrale. Cette centrale présente donc plusieurs avantages pour notre pays, le Rwanda, ainsi que pour les autres pays impliqués dans ce projet. Le premier avantage majeur est l'augmentation de la production d'électricité avec 27 MW supplémentaires pour chaque pays, ce qui nous aidera considérablement dans le cadre du programme national visant à accroître la disponibilité de l'électricité et à étendre l'accès à l'électricité pour tous les Rwandais afin d'atteindre le couverture. Un autre avantage de cette centrale est qu'elle a contribué à des activités favorisant le développement des communautés locales. Le ministre burundais ayant l'énergie dans ses attributions, Uwizeye Ibrahim, d'ajouter que ce barrage renforcera les relations et la coopération entre les pays partageant cette ressource énergétique. Les avantages de ces activités sont considérables. Premièrement, il y a une excellente relation de coopération qui se crée, une relation qui unit nos pays voisins. Deuxièmement, les personnes qui ont travaillé à la construction de ce barrage ont gagné de l'argent. Il s'agit des employés notamment burundais, tanzaniens et des Rwandais qui ont trouvé du travail et cela va continuer tant que l'usine fonctionnera dans ce pays. Les 80 MW générés par le barrage de Rusumo seront répartis équitablement entre les 3 pays. Et puis, toujours dans le même ordre d'idées, les réseaux électriques du Rwanda est actuellement connecté à ceux des pays comme l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie, ainsi qu'aux pays de la région du Grand Lac, à savoir le Burundi et la République démocratique du Congo. L'interconnexion des réseaux aide donc le pays à trouver des solutions aux problèmes d'approvisionnement en électricité. Le réseau électrique reliant le Rwanda au pays de la région des Grands Lacs commence à la rivière de Rusizi, exutoire du lac Kivu, en province de l'ouest du Rwanda, à la frontière avec la République démocratique du Congo.
C'est là où est construit le barrage hydroélectrique situé du côté congolais à 15 km des bureaux de la Société internationale d'énergie des Grands Lacs, Sinelac, qui est chargée de la distribution de l'électricité installée sur le territoire rwandais. C'est également là que l'électricité est envoyée et répartie entre les entreprises de distribution du Rwanda, de la RDC et du Burundi qui se la partagent équitablement. La station de dispatching de Mururu 2, gérée par la Société internationale d'énergie des Grands Lacs, Sinelac, surveille minute par minute comment les pays se répartissent cette énergie et si une demande d'électricité importante par l'un ou l'autre pays se manifeste, il est invité à réduire la distribution. Ici, sur le poste de dispatching de Mururu 2, distribue l'énergie entre les trois pays, l'énergie produite par la centrale Ruzizi 2, qui est une centrale communautaire aux trois pays, la RDC, le Rwanda et le Burundi. Et la distribution de l'énergie se fait en principe, chaque pays a en principe droit au tiers de la production de la centrale Ruzizi 2. Mais ça, ce sont des principes, c'est théorique. Mais en pratique, il arrive qu'un des trois pays tire beaucoup plus d'énergie. À ce moment-là, il oblige les autres à prendre peu par rapport au quota qui est, dont chaque pays a droit. Et d'ailleurs, normalement, nous communiquons un programme de production mensuel. On le communique à tous les pays pour qu'ils puissent s'organiser et pour qu'ils sachent le quota qui est disponible. Alors, quand nous pouvons avoir des difficultés à répartir équitablement notre énergie, c'est le cas par exemple où un des pays peut avoir les travaux de maintenance sur la ligne les alimentant. À ce moment-là, il prend peu par rapport au quota, ou bien il peut avoir ce qu'on appelle les déclenchements de ces centrales ou des unités de production. À ce moment-là, il cherche à tirer beaucoup plus par rapport au quota qui est communiqué. Et l'opérateur qui est ici, et nous les responsables de ce poste, nous avons le devoir de les rappeler chaque fois de revenir au quota. Et c'est un travail qui se fait régulièrement, chaque fois qu'il y a des équilibres entre la répartition des trois sociétés nationales d'électricité des trois pays. Chaque pays a un employé responsable à cette station de répartition de l'électricité. Le chef de poste, Irambona Innocent, explique comment, grâce à ce réseau, la RDC, le Burundi et le Rwanda disposent désormais de réseaux interconnectés avec ceux des communautés régionales environnantes. Ici, nous sommes au dispatching régional et du poste Mururu. Nous recevons de l'énergie en provenance de la centrale Ruzizi 2 qui a été construite en 1900, qui a été mise en service en 1989. À partir d'ici, du poste Mururu, nous envoyons de l'énergie pour les trois pays de la CPG. Chaque pays a droit d'un tiers du quota disponible ici au poste Mururu. Ici au poste Mururu aussi, nous sommes interconnectés avec, les trois pays. Le Samar Rwanda a été interconnecté avec l'Ouganda. L'Ouganda est aussi interconnecté avec le Kenya. Pour dire que actuellement, le réseau de la CPG, nous sommes interconnectés avec le réseau de EAPP, East Africa Power Pool. Prochainement, l'EAPP sera interconnecté avec le réseau de la SADC. En plus de l'interconnexion des réseaux électriques, la société Sinelac prévoit des projets pour accroître sa capacité. Ruzizi 2 ou Ruzizi 2, plutôt Ruzizi 3 ou Ruzizi 4, ça aura une capacité de loin supérieure à Ruzizi 1, qui est de la RDC. C'est une centrale qui a été construite en 1989
plutôt en 59, du temps des Belges. Ça a été construit par les Belges. Et à l'indépendance, le royaume de la Belgique a donné ça à l'État de la RDC. C'est sur la frontière des deux pays. Et puis en 89 est venu Ruzizi II, qui est géré par la Sinelac, qui est communautaire entre les trois pays. Et Ruzizi III, ce sera communautaire, et Ruzizi IV, ce sera communautaire. Et je dirais que Ruzizi II, si tout va bien, qui est maintenant avec sa capacité installée de 45, elle sera multipliée par 5 avec Ruzizi III. Donc c'est possible. Et même Ruzizi IV, ça sera presque autant. Donc il y a un énorme potentiel de produire beaucoup d'électricité, et nous avons encore des déficits énergétiques dans les trois pays. La demande y est toujours. Et il y a encore un autre avantage que l'hydroélectricité. C'est de l'électricité qui est propre, et du côté de l'environnement, du point de vue environnemental, qui est préférable et qui est fiable et qui est même moins cher. Pour ce qui est du tarif, l'énergie électrique est vendue par la Sinelac, elle est vendue à 5,3 cents par kilowattheure. Ça, c'est un tarif qui est le plus petit dans toute la région, si pas même dans toute l'Afrique. Le directeur général de Sinelac, Fidèle Ndeïsava, rassure par ailleurs ceux qui se posent la question sur une éventuelle incompréhension eu égard aux relations existantes entre les pays qui pourraient affecter la collaboration des employés et la répartition de l'électricité produite. Les accords portant création de cette société d'électricité ont été signés en 1983 et les travaux de construction des infrastructures ont débuté en 2084 et a commencé à fournir de l'électricité 5 ans plus tard, en 1989. Parlons à présent agriculture et conservation des produits visés pour l'exportation. 9 entreprises commerciales exportatrices des légumes et des fruits ont reçu des véhicules réfrigérés pour les aider à exporter des légumes et des fruits de haute qualité sur le marché. Il s'agit de véhicules pouvant transporter entre 5 et 10 tonnes et qui ont été achetés pour plus de 900 millions de francs rwandais. L'Agence américaine pour le développement international, USAID, en sigle et en anglais, qui a financé ce projet à hauteur de 60%. Les représentants des entreprises qui ont reçu ces véhicules, notamment Soun Rachid, qui dirige la société Souk, montrent que ces véhicules leur seront fort bénéfiques. En utilisant cette méthode, nous voyons notre taux d'exportation augmenter, car avant nous perdions une partie de l'exploitation agricole. Cela signifie que nous serons plus rentables, mais le plus important est la qualité de ce que nous exportons. C'est comme livrer des réfrigérateurs aux agriculteurs. Le représentant de l'USAID au Rwanda a déclaré que son objectif est d'aider le Rwanda à disposer d'un produit capable de rivaliser sur le marché international. Grâce au projet d'expansion du marché, nous contribuerons à garantir que nous obtiendrons des produits de qualité, atteignant ainsi le marché international pour rivaliser avec d'autres produits. Le responsable de Naeb, Claude Bizimana, a déclaré que cette activité a été conçue en collaboration avec des partenaires afin de réduire les pertes pour les agriculteurs et ainsi expédier des fruits et légumes à l'étranger. Nous avons pensé à ce projet en partenariat avec les exportateurs des produits agricoles et animaux, car ces produits périssent souvent avant d'atteindre le marché international, car ils n'arrivent pas à préserver la chaîne de froid. La meilleure manière de les aider est de les procurer ces véhicules de grande capacité, capables de préserver leurs produits. Sur les 13 véhicules dont l'achat est prévu avec le soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Rwanda, 9 ont été offertes et le reste le sera dans un proche avenir, dans une seconde phase.
Ce samedi, en procédant au lancement de travaux de la 17e rencontre de l'organisation Unity Club, la première dame du Rwanda, Madame Jeannette Kagame, qui est par ailleurs la présidente de cette organisation, a appelé les dirigeants du pays à s'acquitter de leurs responsabilités en accordant la priorité aux intérêts du peuple. Unity Club regroupe les plus hautes autorités du pays, anciennes et en activité, ainsi que leurs épouses et époux. Étaient également présents lors de cette rencontre les dirigeants des diverses organisations gouvernementales, non gouvernementales, mais aussi des religieux, ainsi que des leaders de jeunes. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Jean Damascène Bizimana, a indiqué à Arabié à propos de l'unité de la cohésion sociale que bien que de progrès considérables aient été accomplis dans le cadre de l'unité nationale, des actions ciblées sont menées à l'encontre des survivants du génocide perpétré contre les Tutsis. Il a ajouté que les Rwandais étaient fiers des accomplissements positifs du pays, mais que certains individus continuent de projeter des projets funestes pour ramener le pays dans le page sombre de son passé. Au cours des 3 derniers mois, nous avons vu des exemples des attaques et assassinats contre les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis. Certains des auteurs sont ceux qui ont participé au génocide en 1994 et qui ont purgé leur peine. Mais il y a aussi certains membres de leur famille. Déjà hier, c'était une vieille maman qui a été tuée de manière atroce à Rukumberi. Son meurtrier lui a tranché la tête avant de l'enterrer. Au cours des 8 derniers mois, nous avons eu 4 autres cas. Il y a eu 2 personnes qui ont échappé de justesse à leur assassinat. En district de Nyaruguru, Karongi et Ruango, il reste malheureusement des poches de l'idéologie du génocide. Nous devons l'éradiquer complètement. Dans son discours, Madame Jeannette Kagame a déclaré qu'au cours des 30 dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans la construction de l'unité des Rwandais, même si certains Rwandais continuent à choisir la voie du mal. Restaurer le Rwanda dans son unité originelle, donner la priorité au concept dit Umunyarwanda, je suis Rwandais, en visant l'éradication de la division qui a longtemps été enseignée aux Rwandais dans une société très corrompue de l'époque. Ils sont toujours là, à bien des égards, qu'ils soient étrangers ou rwandais, qui sont animés d'une mauvaise attitude visant à détruire notre pays. Nous sommes fiers des avancées accomplies dans la voie de l'unité et de la réconciliation. Au cours de cette première moitié de la première journée, le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique a rappelé que le Rwanda a choisi les principes de l'unité et de la responsabilité, principes importants dans la gouvernance du pays. Le gouvernement du Rwanda s'est engagé à mener des réformes agricoles, surtout en ce qui concerne la culture de thé. Les habitants qui disposent des champs de cette culture saluent les efforts du gouvernement dans ce sens, parce que le thé est maintenant devenu leur source principale de développement socio-économique. C'est dans les hautes montagnes du secteur de Rambura où certains habitants du district de Nyabihu pratiquent la culture de thé, mais disent qu'en 1978, ils l'avaient délaissé parce qu'ils ne gagnaient presque rien. Le programme de réforme du secteur agricole en ce qui concerne la culture de thé mise en place après le génocide perpétré contre les Tutsis en vue d'accroître sa productivité et sa qualité a fait que beaucoup d'habitants du district de Nyabihu adoptent cette culture qui s'est fait en même temps que la collaboration avec l'usine de traitement de thé de Nyabihu qui a été la véritable solution de la production des agriculteurs. On a construit une usine de traitement de thé ici, tout près, et son Excellence, le président de la République, a dit que le citoyen devrait y avoir des parts et à la fin de chaque année, nous recevrons des dividendes. Nous avons une rétribution chaque année grâce à la production que nous fournissons.
Le dividende est annuel et le bonus reçu dépend de la production obtenue. La première fois, on m'a donné 150 000 francs et 78 000 francs comme bonus. J'ai agrandi ma superficie agricole et je me suis acheté une vache qui a mis bas. En plus du traitement de la production des agriculteurs locaux, l'usine emploie chaque jour environ 4 000 personnes, dont la plupart sont des jeunes. Chaque mois, environ 700 millions de francs rwandais sont distribués aux habitants pour qu'ils puissent améliorer leur bien-être socio-économique. Nous, en tant que filles, nous effectuons ici, à l'usine, différents travaux, ce qui nous a empêchés de tomber dans la débauche, la consommation de drogue, et ça nous a honorés. Cela m'a permis d'acheter quelques hectares de bois. Je me suis inscrit à l'école et je suis en train de travailler pour avoir un permis de conduire. Et tout cela, c'est grâce à la culture de thé. Nous avons accès à différentes opportunités grâce à l'argent que nous gagnons ici. La direction générale de l'usine de Nyabihu pour la transformation de thé salue d'abord les efforts que le gouvernement a déployés dans la réforme de la culture de thé dans cette zone pour qu'elle puisse avoir la production à traiter, ce qui a permis à différents moments d'avoir avec le gouvernement des projets pour l'élargissement de la superficie de la culture de thé. La culture de thé a été introduite au Rwanda en 1951 et c'était pénible parce que ce qu'il a pratiqué n'était pas rassemblé en coopérative, ce qui la rendait improductive. L'on compte actuellement au Rwanda environ 21 coopératives et plus de 48 000 agriculteurs dont la production est en tête des exportations du Rwanda. Lors de l'exercice budgétaire 2022-2023, le Rwanda a exporté 39 8 978 tonnes de thé pour environ 107 milliards de francs rwandais. C'est donc avec cet élément que nous mettons un point final à cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.